Annalisa de Maestri, bonjour. Vous êtes notre première invitée de cette série d'interviews portraits Exabim, mettant en valeur les hommes et les femmes qui participent à la diffusion du BIM au quotidien. Annalisa de Maestri, vous êtes la dirigeante de l'entreprise VP BIM, spécialisée en management des data, du BIM et du numérique. Parlez-nous de votre parcours. Alors, moi je peux dire très clairement que dans mon parcours initial, absolument rien m'est destiné au numérique. Puisque je fais mes études en Italie, je suis un ingénieur en calcul structurel en opération. Rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Mais cette formation m'a permis au fait d'aller voir des choses qui n'étaient pas forcément dans mon cursus. Les études en Italie ont un grand avantage, c'est que ils sont assez généralistes. Et du coup, je les ai combinés et complétés aussi avec un double parcours en architecture. Et j'avais décidé depuis toujours que j'aurais travaillé en France. Et dès que j'ai eu ma maîtrise, je suis partie. Je suis arrivée à Paris et j'ai eu vraiment la chance de pouvoir commencer à travailler dans un domaine qui n'était pas forcément lié à mon métier, mais qui m'a permis de voir certains sujets du bâtiment que je pouvais pas voir avant. Et j'ai commencé à travailler au fait pour en travaillant dans le design, travaillant dans l'industrie. C'est un métier qui utilise le numérique depuis de nombreuses années. Et c'est là en fait que j'ai eu ma première approche avec le numérique, puisqu'on utilisait déjà des outils qui s'est connectés après avec les commandes numériques pour la production. Et à partir de là, la deuxième grande opportunité que j'ai eue, c'est celle d'avoir travaillé pour la Fondation Louis Vuitton, un projet de guéri à Paris. Et ces projets, de par sa complexité, ne pouvaient d'abord être faits qu'en 3D, question de forme. Et puis, ce développement des formes a été aussi repris en chantier pour un développement de l'ouvrage jusqu'à la fin de sa construction. Et ça a été vraiment là que j'ai eu mon ligne, puisque c'est ça qui a donné, avec 2 autres grands projets parisiens, le démarrage de mon fils. Il y a maintenant 12 ans. Par rapport au BIM, quelle est votre approche au quotidien dans le cadre de votre activité ? Aujourd'hui, le BIM d'ailleurs n'a plus la même approche que le départ. Et d'ailleurs, dans la société que je dirige aujourd'hui, c'est vraiment un point qui est devenu assez clé. Au départ, en France, dans mes précédentes activités, parce que j'ai dirigé d'autres sociétés avant, on avait peut-être un BIM plus tourné vraiment à mettre en place une maquette numérique avec des données à l'intérieur, mais si de par la maturité aussi des intervenants autour, c'était pas encore aussi poussé qu'aujourd'hui. Et aujourd'hui, chez les BIM, on s'est aperçu que la maîtrise des données, c'est bien, mais il faut une maîtrise aussi des projets, il faut une maîtrise des métiers qui sont gérés par ces processus numériques. Et du coup, aujourd'hui, chez les BIM, on a complété tout ça avec tout ce qui est aujourd'hui de l'ordre du generative design, donc d'utiliser les data pour proposer d'autres designs. Vraiment de le compléter avec les métiers, ou une partie des métiers qui étaient déjà présents dans le groupe Valo des Pistres, qui est à la base un groupe d'ingénieurs et d'architectes, et de les compléter du coup avec de la maîtrise de projet, mais également avec de la coordination de synthèse, d'exécution. Et bien sûr, ça c'est que la base, puisque aujourd'hui on regarde déjà un peu plus loin, on regarde vers tout ce qui est intelligence artificielle. Parce que maintenant, notre nouvelle approche du BIM, c'est pas nouvelle, on va dire plutôt l'évolution de cette approche du BIM nous invite porter à réfléchir à demain. Et demain, c'est pas juste avoir des données, demain, c'est créer des données, les faire évoluer, pouvoir les analyser. Que pouvez-vous nous dire sur la maîtrise des données justement et la rentabilité des processus numériques ? Aujourd'hui, affronter les BIM en termes des données sur une phase de projet, on s'est vite aperçu que c'était, je dirais pas rentable, mais pas assez rentable. Parce qu'en fait, dès que vous imaginez un processus innovant qui va changer les métiers, qui va mettre en collaboration plusieurs intervenants et qui est là pour apporter des solutions dans un domaine qui est celui de la construction, qui aujourd'hui ne se limite pas à construire un ouvrage, et plutôt l'ensemble d'une construction d'ouvrage avec des labels, des exigences de vie. On l'a vu avec la condition dans laquelle on est aujourd'hui de post-confinement, on va dire, on a besoin de certains espaces, les usagers veulent avoir un certain cadre de vie. Tout ça, dans le même timing, voire parfois dans des timings plus courts qu'avant,
avec plus de demandes, avec peut-être des budgets plus réduits. Et ben pour faire tout ça, il n'y a pas beaucoup de magie. Quand on décide de mettre en place des process qui nous aident qualitativement et du point de vue de l'optimisation, ben si on ne les réfléchit pas à grande échelle, du coup le problème de la rentabilité s'évoit tout de suite. Parce que certes, sur chacune des applications de la mise en place d'un processus numérique, phase par phase, vous pouvez voir un gain. Mais quand vous imaginez l'intégralité de la chaîne s'est combinée, et quand vous arrivez à encastrer chacun des métiers avec les suivants, c'est là alors que vous avez l'image complète de cette rentabilité. Et c'est quelque chose de difficile à construire parce que aujourd'hui, par habitude et parfois par intérêt, on est peut-être plus porté à vouloir travailler par silo. Alors, on peut aussi faire du BIM rentable par silo, mais il faut quand même adapter notre façon de travailler à tout ça. Le digital doit donc amener peut-être dans ce système à silo ou dans un système où il n'y en a pas, des nouveaux métiers chaînes qui en fait permettent du coup de combler les vieilles manières de faire avec les nouvelles pour obtenir cette rentabilité. Et ça, c'est un sujet qui est vraiment passionnant. D'ailleurs, ça fait une partie, vraiment une base d'études que j'ai fait en collaboration avec d'autres experts dans d'autres métiers parce qu'on s'est rendu compte que c'est pas un sujet du bâtiment, c'est un sujet du numérique en général. On sait qu'on a une grosse machine à lancer, on sait qu'on a une puissance qu'on n'avait pas avant, mais maintenant tout est comment est-ce qu'on éduque autour de nous à la mettre en place, à quoi on est prêt à renoncer et vers où on veut aller pour que cette rentabilité se fasse. Annalisa de Maestri, grâce à votre parcours et à votre expérience, vous donnez des conférences, des colloques, vous avez notamment édité le livre Premier pas en BIM. Quel conseil donneriez-vous à une personne qui veut se lancer dans le BIM ? C'est toujours une question assez délicate le fait de se lancer en BIM parce que moi aujourd'hui je vois même plus la raison pour laquelle on le ferait pas. Mais il y en a plein de raisons pour lesquelles on peut pas le faire. Il faut faire vraiment la part avec l'activité qu'on a en cours, les projets, qu'est-ce qu'on peut se permettre, l'investissement où on veut le mettre, où on veut investir, combien on peut investir et quand. Mais si vraiment on démarre demain matin et on doit passer au BIM parce que par exemple on a gagné un projet, ce projet va déjà vous diriger en partie sur ce que vous devez faire. Mais si vous n'avez pas un projet et vous voulez faire le pas vers le numérique, vers la suite de cette aventure, probablement il faut se poser la question calmement sur quelle est l'activité aujourd'hui dans mon domaine, dans mon travail au quotidien, qui fait que je perds du temps, qui fait que je suis pas si rentable que ça, qui fait que je fais du travail répétitif, que mes équipes n'apprécient pas, qu'on voudrait éviter d'avoir comme ça parce que c'est pas là que j'ai ma plus-value en tant qu'expert. Une fois que vous avez trouvé la réponse à cette question, commencez par ça. Tout simplement, les BIM au départ, pour qu'ils soient vraiment utiles pour tout le monde, il a commencé comme ça, il a commencé à s'appliquer là où on avait un besoin. Je disais tout à l'heure, la fondation de Vuitton, ça a été une évidence. S'il y avait un problème de 3D, c'était tellement compliqué que c'était une évidence. Notre problème était déjà celui-là, à comprendre l'ouvrage. Sur des hôpitaux, c'est plutôt une complexité technique. Sur des projets en gestion, c'est plutôt le fait de pouvoir vraiment comprendre comment fonctionne son patrimoine, pouvoir prévenir des problématiques. Donc chacun d'entre nous dans son domaine a les bonnes raisons pour lesquelles il a besoin de commencer le BIM, le numérique, s'approcher de ces nouveaux mondes du digital dans lesquels il y a tant d'applications présentes et futures à mettre en place. Donc c'est d'abord un travail sur son propre travail actuel qui va donner la réponse sur le premier pas à faire. Annalisa de Maestri, vous avez effectué la plus grosse partie de votre parcours professionnel en France, mais vous avez démarré en Italie. Quelle est votre vision du BIM en France et quelle est la comparaison avec la situation actuellement au niveau du BIM en Italie ? Alors moi j'ai effectivement fait toute ma carrière en France, grâce à la France aussi à l'international, du Chili à Dubaï, en Angleterre. Grâce au BIM, j'ai fait un peu le tour du monde. Et ça m'a permis aussi de travailler avec des collègues italiens, dont certains aujourd'hui travaillent vraiment beaucoup avec tout ce qui est normalisation, donc ce qu'on appelle l'équivalent, on va dire, ISO en Italie s'appelle MUNI. Et s'ils travaillent sur ces sujets, ça veut dire que quelque part, l'Italie a démarré la mise en place du MUNI. Alors là où la France a eu l'avantage et la capacité de reconnaître très en amont l'utilité de la mise en place de méthodologies numériques pour des optimisations, l'Italie a pris un peu plus de temps.
Le sujet est vraiment arrivé, je dirais, il y a 5-6 ans sur les tables parce que aussi on construit pas de la même façon en Italie. La quantité de marché n'était pas la même et il a fallu vraiment attendre qu'il y ait des grands projets se développent pour que, comme en France, c'est parti de là, les grands projets amènent cette culture. Après, l'avantage de l'Italie, c'est que les Italiens travaillent énormément à l'étranger. Dans mes voyages, grâce au BIM, à Dubaï notamment, j'ai rencontré énormément de professionnels qui venaient d'Italie. Et du coup, à partir de ces rencontres à l'international, eux aussi ont développé leur propre méthodologie de travail en interne. Et du coup, là où la France avait un énorme avantage il y a quelques années, cet avantage s'est réduit. C'est réduit et je dirais pas mal. Avec l'Italie, puisque depuis l'année dernière, du coup, l'Italie a décidé de mettre en place des projets publics sur la base d'un certain montant obligatoires en BIM. On ne fait pas encore en France, après quand même une raison d'application BIM pratiquement démocratisée sur plusieurs projets. Par contre, là où la France garde un avantage, et cet avantage aujourd'hui il est tout autant avec l'Italie et avec pas mal d'autres pays européens, c'est qu'en France, on a testé beaucoup plus. On est allé, à mon sens, beaucoup plus loin dans les applications, dans toutes les phases des projets. On a développé beaucoup plus d'outils spécifiques. On a voulu vraiment tester, et on le fait encore aujourd'hui, sur chaque phase, ce qui est le mieux. Ce qui fait que nos applications, vraiment aujourd'hui, sont assez performantes, et voir quand on fait la comparaison avec d'autres pays, nos maquettes sont probablement en France plus détaillées, plus complètes. Surtout, on a fait avant tous les autres les pas vers l'exécution. Beaucoup de pays qui ont décidé de mettre en place le BIM s'arrêtent ou s'arrêtent à la mise en place du BIM sur les phases des conceptions. Sur les phases d'exécution, ils y réfléchissent encore. Ils sont pas encore arrivés à le développement complet de tous les projets BIM sans arrêt sur toutes les phases. Donc ça dépend vraiment de pays à pays, mais la France a jusqu'à aujourd'hui gardé cet avantage. Maintenant, je pense comme pour tout, quand on reste trop longtemps dans la même situation, l'avantage va se réduire de façon systématique avec tous les autres pays. Donc, il faudra vite passer à la phase suivante, celle dans laquelle on rend obligatoire ces pratiques numériques pour les grands projets moins publics, jusqu'à les démocratiser petit à petit, en sachant qu'aujourd'hui, il y a énormément de projets en France qui se font sur des bâtiments, des logements qui ne font pas plus que 10-20 logements. Donc on n'est plus à une question d'échelle. Maintenant, il faut passer à une question de se mettre autour de la table, tous avec les acteurs de la conception, de la réalisation, de la gestion, de l'exploitation, et y aller pour rendre ça concret, puisque la pratique, maintenant, on en a. Annalisa de Maestri, un mot à transmettre pour conclure ? C'est grosse responsabilité de transmettre un mot à la fin, en plus en ajoutant derrière comme bio-influenceur. C'est pas un mot de fin, déjà, c'est quelques mots d'avenir. Moi, j'ai eu la possibilité, la chance, je l'ai saisie, je l'ai construite comme vous voulez, d'aller regarder toujours plus loin. Regarder toujours plus loin, ça veut pas forcément dire avoir des moyens monstrueux pour faire ça. La plus grosse partie de ces travaux, au départ, je l'ai fait en m'informant, en allant chercher. Et aujourd'hui, c'est exactement ce que j'ai fait avec les nouvelles activités qu'on est en train de faire avec l'IA, avec tout ce qu'on veut connecter à ce monde du BIM, avec le generative design. J'ai regardé, j'ai essayé de comprendre. J'ai étudié là où je savais pas, où j'avais pas assez de connaissances. Et j'ai également rencontré d'autres professionnels. J'ai participé à des conférences, j'en ai créé. J'ai voulu être là pour comprendre, pour passer le mot, pour former, pour être formé. C'est ça pour moi le sens aujourd'hui de tout ce qu'on est en train de faire dans le monde numérique. C'est un énorme partage qui nous oblige à être plus proche du métier de l'autre. Alors le mot que j'espère que tout le monde se passera, c'est de coopérer demain. De coopérer avec le numérique pour que on puisse construire vraiment les pas suivants sans penser que à la rentabilité, que au contrat, mais à là où nos métiers sont en train d'aller. Qu'est-ce qu'on veut construire pour que les travaux qu'on fait depuis des siècles, construire des bâtiments, s'améliorent, pour que les erreurs qu'on fait aujourd'hui soient gommées, pour qu'on puisse travailler avec des contraintes différentes et que la contrainte soit
qu'est-ce qu'on doit rejoindre et pas comment on doit le faire. Comment on doit le faire, c'est aux techniciens, aux professionnels de le faire. Mais là où on veut aller, c'est cette vision qu'on doit construire tous ensemble et pour laquelle aujourd'hui on a plein d'idées, mais elle manque encore d'unité. Alors le mot de la fin, c'est l'unité. Merci beaucoup pour ces paroles très inspirantes, Annalisa de Maestri, et à très bientôt. À très bientôt. Merci à vous.